Bonjour, je me présente Ariat Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Lors de nos épisodes, nous donnerons la parole à différents professionnels de santé qui collaborent de près ou de loin avec les orthophonistes, à savoir les psychomotriciens, les psychologues, les ergothérapeutes et les médecins. Par la même occasion, sensibiliser nos auditeurs autour des différents troubles du langage oral et écrit et promouvoir ce beau métier que nous aimons tant afin de mieux le protéger. Un métier qui reste malheureusement encore peu connu au Maroc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode podcast de Voice of Ortho. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, à savoir le bilinguisme. Et, comme vous le savez très bien, dans notre société, notre pays, le Maroc, on va dire, la majorité des personnes sont bilingues, trilingues, voire même plus. Les deux langues officielles au Maroc, c'est l'arabe et l'amazigh. Donc on est souvent confronté à des personnes pour lesquelles leur première langue, ça va être l'arabe ou l'amazigh, et comme deuxième langue, le français. Donc du coup, on est de plus en plus confronté à cette problématique-là, bon, on va dire depuis toujours, mais effectivement, on a toujours cette question-là de quelle langue choisir, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Quelle langue privilégier? Faut-il privilégier une langue ou plutôt on peut travailler sur les deux langues? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux parents? Parce que non seulement que effectivement la plupart des personnes sont bilingues, trilingues, voire plus, mais la problématique qui revient souvent au sein de notre société, c'est qu'on va parler plusieurs langues en même temps. Et ça, c'est un vrai cas... comment dire, pas une problématique, mais c'est un cas de société. Hein. C'est comme ça ici au Maroc, et on ne peut pas obliger les gens à parler une seule langue et pas mélanger ces langues-là. Ça arrive très très souvent maintenant, même les personnes, on va dire, qui vont parler uniquement une seule langue, vont avoir tendance à utiliser certains termes scientifiques ou certains mots en anglais parce qu'il les a appris comme ça et du coup peut-être c'est quelque chose qui se dit beaucoup et donc notamment on va avoir plus de facilité à utiliser certains mots dans une langue étrangère. Et donc du coup c'est une question auquel on est, comme je disais, très confronté, on se pose beaucoup de questions. Les parents notamment nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faudrait parler une seule langue? Est-ce qu'il faut se mettre d'accord, par exemple si c'est un couple mixte? Est-ce que la maman va parler, à savoir par exemple si elle est marocaine, l'arabe, alors que le papa, par exemple il est français, il faudra parler du coup en français, surtout si notamment le papa ne parle pas une deuxième langue, à savoir l'arabe, la langue de la maman. Et donc du coup, on se pose pas mal de questions. Est-ce que le fait qu'il y ait autant de langues, ça peut amener à des difficultés de langage? Est-ce que l'enfant va mettre du temps à parler parce qu'il y a plusieurs langues? On se pose beaucoup de questions à ce niveau-là. En sortant de l'école d'orthophonie, on nous disait souvent qu'il fallait privilégier une seule langue, qu'effectivement le fait d'avoir plusieurs langues, ça peut amener à des difficultés de langage pour l'enfant, des fois même de compréhension. Donc on disait qu'il fallait mettre en avant plutôt la langue pour laquelle bah, auquel l'enfant va faire le plus appel. Donc par exemple, on imagine dans sa vie de tous les jours, si son environnement parle essentiellement l'arabe, il faudrait mettre en avant l'arabe et pas par exemple l'amazigh, ou si par exemple à l'école, les cours, tout se fait en français et que par exemple lui il est plus arabophone, il faut mettre en français en avant parce qu'à l'école c'est la langue qui va être le plus utilisée. Ou au contraire, si l'enfant il est beaucoup plus à l'aise en français mais qu'à l'école c'est plutôt l'arabe qui triomphe. Donc du coup on disait qu'il fallait prendre ça en considération et mettre en place ça le plus tôt possible avec les parents pour qu'eux aussi ils aident leur enfant au niveau du langage. Donc, et c'est vrai que dans un sens je trouve ça un peu bizarre en réfléchissant avec un peu d'expérience et avec tout ce que j'ai pu lire comme études et comme articles,
Je me disais qu'effectivement, ça, c'est pas très logique. Effectivement, ça serait bien dommage de, de ne pas permettre à l'enfant de, de connaître sa culture, d'apprendre sa langue maternelle, hein. Empêcher les enfants d'apprendre la mazir parce que à l'école on parle plus arabe et donc du coup il y a une rupture au niveau de la culture. Il faut vraiment prendre ça en compte et pour certaines personnes c'est très très important de transmettre son histoire, sa culture à ses enfants. Donc on ne peut pas bloquer ça. Effectivement, donc en y pensant, on se dit c'est pas possible, on peut pas. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont tout à fait capables, on va dire des enfants tout venants, qui sont capables d'apprendre plusieurs langues en même temps, qui maîtrisent très bien, qui sont bilingues, trilingues à un très jeune âge. Donc on se dit que peut-être que le fait de privilégier une langue n'est pas peut-être l'outil le plus adapté ou le plus intéressant pour ce petit ou pour ce patient. J'ai effectué beaucoup de recherches autour du TDL, à savoir le trouble développemental du langage oral et le bilinguisme, parce que j'ai proposé une formation aux orthophonistes marocaines qui traite ce sujet-là. Donc le titre de la formation était Évaluation et prise en soin des troubles développementaux du langage oral dans le cadre d'un bilinguisme, dans le contexte marocain bien évidemment. Parce qu'effectivement, comme je vous l'expliquais, au Maroc, on a souvent face à nous des parents bilingues, trilingues. Même à l'école, il y a deux langues qui sont déjà enseignées à l'enfant, même à un très jeune âge. Et donc du coup, on est souvent face à cette situation-là. Donc on se pose beaucoup de questions au niveau du bilan orthophonique. Est-ce qu'il doit se faire en français, en arabe, en amazigh? Au niveau de la prise en soin également, quelle langue choisir, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi commencer. Et donc du coup, l'objectif de cette formation-là est d'apporter des réponses aux orthophonistes et leur permettre d'avoir des pistes au niveau du bilan, au niveau de l'évaluation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour compléter, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant pathologique ou voilà, ou problématique, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant tout à fait normal. Donc tous ces éléments-là, on les retrouve dans cette formation-là. Donc il y aura une nouvelle session au mois d'octobre 2024 qui sera proposée. Donc au départ, je proposais cette formation-là sur une demi-journée. Donc la formation, elle dure, on va dire, 5h30, mais effectivement, je trouve que ça serait plus intéressant de la faire sur 2 demi-journées, où on prend vraiment le temps voilà, de faire une formation, on va dire, bien complète. Elle est complète, hein, mais effectivement, il y a beaucoup trop d'informations, et pas forcément très facile à assimiler aux personnes, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, hein, à garder en tête, et du coup, je comprends que pour certaines personnes, c'est pas forcément évident. Ils ont accès à un replay, ce qui est vraiment super, ce qui leur permet de revoir tranquillement toutes les choses qu'on a pu aborder lors de la formation. Voilà. Donc je reviens sur cette problématique-là. Donc est-ce que le bilinguisme induit un trouble du langage oral? Donc il faut savoir que les enfants bilingues, ils sont sous-identifiés lorsqu'ils présentent des symptômes de TDL à cause du mythe retard bilinguisme. Donc vous le voyez très bien, c'est un mythe. Le fait de penser qu'un enfant euh, qui est dans un bilinguisme, donc à l'école, à la maison, dans son environnement de tous les jours, va peut-être développer des difficultés de langage ou un trouble du langage oral. Donc il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque, mais en aucun cas qui expliquent la problématique, parce que comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, on ne connaît pas encore les raisons qui amènent à ce qu'un enfant ait un trouble du langage oral, mais on sait que c'est quelque chose malheureusement avec lequel l'enfant il est né. Donc l'enfant il est né TDL, comme il est né dyslexique, comme il est né TSA, comme il est né avec une trisomie 21. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va développer, mais qui est déjà présent chez l'enfant. Et parmi les facteurs de risque, on a certains éléments que je peux vous citer, comme par exemple le fait qu'il soit un garçon, le fait qu'il soit le plus jeune d'une fratrie, s'il y a des antécédents familiaux, il y a aussi l'environnement qui va jouer un rôle à ce niveau-là, mais en aucun cas le bilinguisme est cité comme étant un facteur de risque.
D'accord. Ce qui est super intéressant, avec toutes les recherches que j'ai pu effectuer, je suis tombée sur une pépite, hein, un site proposé par une orthophoniste française, donc c'est achille-orthophonie.fr. C'est une orthophoniste française qui a la gentillesse de traduire et faire des résumés d'articles scientifiques en anglais qui abordent justement pas mal de sujets autour de l'orthophonie dans le bilinguisme et le TDL parce qu'elle est super passionnée par ce domaine-là, comme moi. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'enrichir ma formation en faisant référence à ces articles-là. Et parmi mes recherches, je suis tombée sur un nouveau terme qui est utilisé par les chercheurs, que je trouve très intéressant. Et ce terme-là est tout simplement la dominance mixte. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'un nouveau terme qui démontre qu'il n'y a pas une langue qui est dominante. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir plus de concurrence langagière dans une langue A, mais avoir un meilleur score syntaxique dans la langue B. Et c'est quelque chose qu'on peut parfaitement observer dans le cas d'un enfant qui est en maternelle, comme vous le savez peut-être ici au Maroc. En maternelle, la langue la plus présente, c'est la langue française. C'est que en grande section, les enfants ont accès à l'arabe. Et encore une fois, c'est l'arabe classique et pas le dialecte qu'on parle ici au Maroc, qui sont relativement différents. Donc on peut observer que un enfant va avoir beaucoup de vocabulaire en français, mais ne sera peut-être pas capable de produire des phrases en français, mais il sera tout à fait capable de produire des énoncés simples de 2 ou 3 éléments en arabe, mais il n'aura pas autant de vocabulaire qu'en français. Donc on peut tout à fait être compétent dans différentes langues sur différents domaines. Et donc en fait ce qui va vraiment jouer le rôle, c'est pas l'âge auquel l'enfant est exposé à une nouvelle langue, mais plutôt le volume d'exposition. Donc on peut l'observer dans certains cas où on va avoir des enfants qui vont parler anglais, mais qu'à la maison, personne ne parle anglais. Pourquoi? Parce que l'enfant, il passe beaucoup de temps sur sa tablette, à regarder des vidéos, à regarder des animés en anglais. Et donc, du coup, le volume horaire de l'anglais est beaucoup plus important que le volume horaire en arabe ou en français. Pareil, si l'enfant, il passe beaucoup de temps à l'école, donc, comme on le sait très bien à certaines écoles, je trouve ça quand même fou, qu'en maternelle, l'enfant il va à l'école de 8h30 de 8h30 à midi, de 14h30 à 18h, je trouve ça incroyable, je trouve ça fou. Et donc du coup, bah, l'enfant il passe beaucoup de temps à l'école. Donc pendant ce temps-là, le volume d'exposition du français est très important. Donc il rentre à la maison, 19h, douche, goûter ou dîner et après dodo. Donc du coup, on ne passe pas beaucoup de temps à discuter avec maman, papa. Et des fois, ça peut arriver à ce que l'enfant parle français, mais qu'à la maison, maman et papa ne parlent pas du tout français. Donc du coup, ils ont du mal à communiquer avec leur enfant. Donc, je parle ici dans le cadre, je pouvais expliquer le temps d'exposition. Et voilà, donc du coup, ce qu'il faut prendre en compte, il ne faut pas avoir peur du fait que l'enfant apprenne de nouvelles langues ou parle plusieurs langues à un âge relativement jeune, parce que l'enfant il est tout à fait capable d'apprendre différentes langues. Ce qui va jouer un rôle, c'est plutôt le volume d'exposition, c'est le temps qui va passer à être exposé à une certaine langue. Et justement, dans cet article-là, on nous explique qu'un enfant avec des troubles du langage oral, ben, il va mettre plus de temps à utiliser ou à devenir efficace dans une seconde langue. Donc c'est tout à fait possible d'apprendre par exemple l'arabe ou apprendre le français ou l'anglais ou l'espagnol, ça va dépendre du système dans lequel il est ou l'environnement dans lequel il est. Mais ce qui va vraiment jouer un rôle, ça va être pour un enfant TDL, c'est qu'il sera beaucoup plus lent que les autres enfants. Et que grâce à une recherche qui a été effectuée, donc une expérience où on avait une population américaine, donc on avait certains enfants qui parlaient uniquement l'anglais, d'autres qui parlaient espagnol, et donc on a pu observer que les enfants qui parlaient en espagnol, lorsqu'ils sont exposés à 100% d'anglais, ils sont tout à fait capables d'avoir un score qui est très satisfaisant
alors que pour un enfant TDL, encore une fois, qui parle aussi bien hein, que l'anglais ou parle également l'espagnol, ben, il va mettre beaucoup plus de temps que les autres. Et notamment pour comprendre les règles morphosyntaxiques, l'enfant TDL va avoir tendance à mettre plus de temps qu'un enfant sans trouble du langage oral, mais aussi que ça va être un enfant qui ne sera pas forcément capable de faire des énoncés relativement importants, que ces phrases, elles seront toujours relativement simples et pauvres, mais surtout courtes. C'est ça en fait qui va nous aussi nous amener à poser un diagnostic, c'est de s'intéresser aux énoncés du petit ou de la petite, est-ce qu'il est capable de faire des énoncés relativement lents. Et parmi les symptômes du TDL, ça va être justement des énoncés courts ou plutôt des mots-phrases. Et vraiment, ce qui va jouer un rôle, encore une fois, j'ai pu observer parce que dernièrement, il y a pas mal de familles franco-marocaines qui s'installent au Maroc. Et donc j'ai pu observer un peu la maman franco-marocaine et la maman marocaine. Et j'ai pu euh, arriver à certaines conclusions où on voit qu'une maman franco-marocaine va avoir comment vous expliquer ça, va avoir vraiment va prendre le temps de parler avec son petit, lui expliquer certaines choses, que les phrases elles seront relativement longues, très descriptives, où il y a un réel échange, une réelle discussion avec l'enfant. Et que d'un autre côté, la maman marocaine, elle va peut-être être moins dans la description, elle va plutôt avoir une posture de maîtresse où elle va poser des questions, où elle va essayer de voir ce que l'enfant sait faire ou pas faire, mais ou plutôt elle va l'aider, on lui donner des réponses ou voilà, le guider un tout petit peu, mais ça sera pas une réelle discussion, ça sera plutôt question-réponse. Alors que pour une maman franco-marocaine, on va plutôt observer est-ce qu'elle effectivement, il y a aussi des questions qui se mettent en place, mais c'est surtout sous forme de voilà, de discussion où la maman va s'intéresser à la vie de son enfant, elle veut donner un certain modèle, alors elle, ce qu'elle pense, elle, ce qu'elle a fait, et toi, de ton côté, tu as fait quoi? Alors que on sent que parfois, pour certaines mamans marocaines, elle va avoir tendance plutôt à poser des questions ou à expliquer certaines choses, mais pas forcément inclure l'enfant. La discussion, elle est un petit peu moins naturelle, et encore une fois, c'est un cas de société où malheureusement, dans notre société à nous, ça commence à changer, hein, ce qui est super. Mais effectivement, on est souvent confronté à cette chose-là où on nous dit que bah, quand l'adulte il parle, bah, le petit, les enfants ils se taisent, que quand maman elle parle, bah, tu dois te taire, tu dois écouter. Donc il n'y a pas vraiment cette opportunité-là aux enfants de donner leur avis, de discuter, de s'exprimer. Et contrairement à quelque chose qu'on peut retrouver chez une maman franco-marocaine, parce qu'elle est très influencée par la culture française, tout à fait normale, hein, et par l'environnement qui est tout à fait différent. Et je trouve que, encore une fois, il n'y a pas une maman qui est meilleure que l'autre, en aucun cas, mais c'est deux manières de faire qui sont tout à fait différentes. Tout ça pour vous dire qu'il faut rassurer les parents qu'en aucun cas c'est leur faute. Si l'enfant a des difficultés ou un trouble du langage oral, c'est ne pas parce que vous parlez différentes langues ou parce que vous mélangez les langues que l'enfant a cette difficulté-là ou a ce trouble-là. Au contraire, le fait qu'il y ait différentes langues, c'est vraiment une richesse pour l'enfant et des opportunités qu'on peut lui offrir. Donc c'est vraiment un plus. Il faut juste garder en tête qu'un enfant avec un trouble développemental du langage oral, il va mettre plus de temps à comprendre et appliquer les règles d'une seconde langue. Donc il sera peut-être plus performant dans une langue et un petit peu moins sur une deuxième langue, ce qui est un peu le cas de tout le monde. On ne peut pas vraiment maîtriser à 100% de différentes langues, ça demande beaucoup de travail. Et donc du coup, gardez ça en tête. Si l'enfant a des difficultés au niveau de la compréhension des énoncés orales, on vient toujours accompagner, soutenir sa compréhension en faisant appel à des gestes, en faisant appel à des images, des pictos, à
faire vraiment une description, vraiment amener à ce que l'enfant voit de quoi je parle. Parce que imaginons bien, si j'ai envie d'apprendre le mot hippopotame, mais que l'enfant n'a jamais vu un hippopotame, il n'a pas cette image dans la tête de ce que c'est, ça va être très compliqué pour lui de comprendre de quoi je parle, ou voilà. Ou aussi se servir être un modèle, comme je disais tout à l'heure, que les mamans, même les orthophonistes, hein, elles ont tendance à faire ça, c'est de rapidement et de piéger le patient ou l'enfant pour voir s'il a bien compris. Mais un enfant TDL, au contraire, faut pas chercher à le piéger. Il a vraiment besoin d'une certaine consistance, à ce que le modèle ou l'énoncé sur lequel on travaille, qu'il soit confronté à cette même formule, il y a vraiment besoin de stabilité et de récurrence. Donc il faut que ce mot-là revienne de manière plutôt où c'est énoncé. Par exemple, j'ai envie que le patient soit capable de produire un sujet-verbe ou juste utiliser le sujet à chaque fois parce qu'il ne donne que le verbe, ou au contraire, il ne donne que le sujet mais pas le verbe. Quand il voit, par exemple, une image d'un bébé qui mange, il va me dire bébé mais pas bébé mange. Ou il va dû me dire mange. Et donc du coup, il faut que j'ai toujours ce même modèle-là pour vraiment aider l'enfant à comprendre ce que j'attends de lui et quel est l'objectif de cette activité-là. Parce que le fait que l'enfant soit toujours confronté au même modèle, qui a une certaine régularité au niveau des différents items, des différents énoncés qu'on va lui proposer, c'est ce qui va amener à ce que l'apprentissage va être ancré, et du coup ça sera beaucoup plus simple pour l'enfant de retrouver, de récupérer cette information-là. Parce que vous pouvez le remarquer, des fois certains de vos patients, où l'enfant sera tout à fait capable de, quand je lui donne une petite guidance au niveau de l'étayage, on peut proposer différents types d'aides à l'enfant. Et donc du coup je me rends compte que l'enfant, il est capable de me produire une phrase sujet-verbe quand je l'aide. Mais au niveau de la récupération, c'est un petit peu lent. Donc, on lui donne une fréquence type de phrase, par exemple sujet-verbe. On va produire des schémas types qui vont se répéter. Donc, il y aura plusieurs items, mais avec toujours la même énoncée, sujet-verbe. Et donc, du coup, grâce à ça, il va pouvoir généraliser la règle, comprendre que quand je fais un énoncé de 2 éléments, bah, j'ai le sujet et j'ai le verbe. Et donc, du coup, il pourra produire à l'infini. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas travailler tous les sujets, tous les verbes en séance. Et donc, du coup, vraiment, on se base sur le fait que l'enfant soit capable de généraliser cette règle pour pouvoir produire à l'infini. Et c'est réellement, en fait, un apprentissage implicite. Il faut garder en tête que les enfants TDL, ça va être des enfants qui manquent de sensibilité. Donc, ils manquent qui est dû qui est vraiment un élément de base pour qu'ils puissent généraliser, voilà, généraliser plutôt une règle. Et donc, du coup, c'est grâce à cet apprentissage-là implicite qu'on va pouvoir mettre en place un système engagé. Et il faut amener à ce que l'enfant, c'est un peu comme dans les prises en soins pour les logicomates, où vraiment on va amener à ce que l'enfant arrive par lui-même à assimiler la règle. Parce que c'est ce qui se passe à l'école. On lui explique la règle, mais il a du mal à l'appliquer. Il est tout à fait capable de vous la dire, la règle. Même pour un enfant, par exemple, avec des troubles spécifiques du langage écrit. Si on lui dit, bah, quand le S, il est entre deux voix, il fait quoi comme bruit? Il fait le Z, ok. Mais il ne l'applique pas. Donc il connaît la règle, mais il n'a pas pu généraliser cette règle-là pour pouvoir l'appliquer. Il la connaît, mais il ne l'applique pas. Il ne l'applique pas. Donc du coup, c'est pareil pour un enfant TDL. J'ai essayé au maximum de résumer et de donner certains éléments qui sont très importants autour du TDL, mais surtout au niveau du bilinguisme, parce que c'est le sujet de cet épisode-là. Et vraiment, je vous amène à faire des recherches et comprendre pourquoi est-ce qu'on parle actuellement de dominance mixte. Et vous pouvez même faire l'expérience avec vos patients. Vous allez pouvoir voir qu'effectivement, cet enfant-là, il peut être compétent sur la langue A, sur certains domaines, mais qui maîtrise un petit peu mieux d'autres éléments dans une langue B. Et du coup, c'est pour ça que même lors du bilan orthophonique, c'est très intéressant d'évaluer les deux langues pour mieux comprendre un peu le niveau et les difficultés du patient, et pouvoir à ce moment-là présenter des prises en soins. Moi actuellement au cabinet, je reçois pas mal d'enfants avec des troubles du langage oral,
et avec difficulté de langage. Et donc du coup, cette question-là du bilinguisme, on en parle souvent avec les parents et surtout si, comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver à ce que par exemple l'enfant en maternelle, bah, il parle le français essentiellement, mais qu'à la maison c'est l'arabe ou c'est l'amazigh qui est présent. Et donc du coup, maman ne parle peut-être pas, ou papa, maman et papa, peut-être les deux, hein, ne parlent pas du tout français, donc on ne peut pas proposer une prise en soin uniquement en français. On a besoin, notre objectif, nous, de base, c'est que l'enfant puisse communiquer avec son environnement. Donc, être capable de communiquer avec maman et papa, communiquer avec les copains, communiquer à l'école, avec des inconnus. Donc, c'est ça qu'on nous, on va viser. Donc, ça serait bien dommage de mettre en avant le français, alors qu'à la maison, on sait très bien que voilà, qu'il y aura l'arabe ou l'amazigh. Et donc, du coup, je trouve ça super intéressant d'inclure les parents dans nos séances parce que encore une fois si l'enfant il a des troubles du langage oral ou qui est associé aussi à un trouble de la compréhension, il y a certains termes par exemple que moi j'utilise que l'enfant n'utilise pas au sein de sa maison. Je pense par exemple à une activité de la maison, on a les différentes pièces, et donc du coup, bah, selon la famille, selon chacun, on utilise des termes un peu différents. Je vous donne l'exemple, par exemple, moi je dis salle de bain, certaines disent hammam, d'autres disent toilette, donc il faut toujours prendre en compte euh, aussi les termes utilisés à la maison et les adapter en séance, et pas forcément toujours proposer aux parents quoi faire, parce que des fois, comme je dis toujours, bah, les parents, ils sont experts de leurs enfants, c'est des parents, donc ils savent plus de choses que nous. Euh, et il faut vraiment prendre le temps de les écouter et d'apprendre d'eux aussi. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'intégrer les parents en séance, parce qu'ils vont nous apporter pas mal de termes qu'ils utilisent, parce que encore une fois on avait dit tout à l'heure que le temps d'exposition de la langue elle est super importante, donc c'est bientôt les vacances scolaires, donc l'enfant va passer beaucoup de temps à la maison, donc c'est très intéressant de prendre en compte les termes utilisés à la maison, le type de phrase que maman produit, le type de phrase que papa produit, et donc du coup accompagner les parents pour les amener à ce qu'ils puissent voilà, mettre en place pas mal d'activités pour accompagner leur enfant. Et donc, lors de nos séances, avec ce petit, cette maman, bah, moi, je faisais, par exemple, l'activité en français, mais maman servait de modèle version arabe. Et donc, du coup, le fait d'avoir maman avec nous en séance, ça lui permettait de comprendre comment je faisais avec son enfant pour lui faire comprendre comment produire des phrases, et l'amener aussi au niveau de la compréhension, que un enfant qui avait un peu du mal à comprendre les consignes, on va dire, complexes, ou les consignes qui sont à 100% orales. Et du coup, vraiment accompagner la maman et lui montrer également que c'est un enfant qui est capable d'apprendre. Il faut juste trouver la bonne méthode. Et donc, du coup, bah, maman, elle reprenait le modèle, bien que je le faisais en français, mais elle avait bien compris les étapes et le type de modèle que je donnais à l'enfant. Donc, on faisait pareil en arabe. Et donc, du coup, à la maison, bah, elle reprenait ces notions-là en arabe. Et donc, du coup, ça permettait de compléter le travail. En séance, on faisait du français, mais à la maison, ben, on reprend le même exercice, mais on le fait en arabe. Parce qu'on sait très bien qu'à l'école, le temps d'exposition du français, il est important, qu'à la maison, ben, automatiquement, c'est l'arabe. Et donc, du coup, donc, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment envie qu'ils puissent communiquer dans les deux langues. Donc, vraiment, prends le temps d'écouter les parents, leur donner les moyens pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus outillés pour aider leurs enfants. Parce qu'au final, comme je dis en formation, que on va avoir différents types de profils de parents, que pas tous les parents ont la possibilité d'effectuer 20, 30 ou 40 séances d'orthophonie. Et donc du coup, essayer d'être le plus écologique et le plus économe possible, aller vers ce qui est le plus important, ce qui va amener à la communication, parce que des fois on se perd, on est influencé par la demande de l'école, la demande des parents, par notre avis d'expert, et donc du coup bah, on peut perdre du temps à travailler certains éléments, mais qui sont importants, mais pas forcément essentiels à ce moment-là. Donc le fait de se dire que cet enfant-là, peut-être les parents, ils ont la capacité de faire 10 ou 20 séances, bah, je vais essayer d'être le plus économe possible et de donner aux parents et aux patients, bien évidemment, des outils essentiels pour qu'ils puissent communiquer, en tout cas pour privilégier ça, parce que
Dès que l'enfant, il est plus attentif à son environnement, qu'il a cette envie-là d'apprendre, qu'il sait comment observer, qu'il sait un petit peu mieux comment analyser et comment appliquer tous ces modèles-là dans sa vie de tous les jours, du coup, ça sera un enfant qui sera beaucoup plus performant et son environnement aura plus de facilité à impacter son niveau langagier et faire fonctionner son système de langage. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode autour du bilinguisme. C'est un petit résumé de la formation de 5h30, voire 6h. Là, on va passer sur deux demi-journées, donc ça sera une formation de 7h, 7h30. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié en discuter parce que c'est un domaine tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire. En formation, j'en parle de manière un peu plus on va dire, approfondie, qui est vraiment spécifique aux orthophonistes. Là, au niveau des auditeurs, on peut avoir des personnes qui sont dans le domaine, mais pas forcément, qui sont juste curieux. Et donc, du coup, en formation, on parle de l'approche EBP, de ligne de base, des différentes mesures, des différentes méthodes d'évaluation qu'on peut mettre en place. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et j'aurai vraiment un réel plaisir de vous répondre. Moi, je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci.